Okay, merci, madame. C'est vraiment une joie de partager cet instant avec vous, ce qui permet de fédérer tout le monde et relance votre entreprise comme cela se doit. Mais cette démarche a plusieurs caractéristiques, au nombre de 5 qu'on doit pouvoir chercher à mettre en place. Le premier, c'est un référentiel, comme je viens de le dire tout à l'heure. Ça veut dire un langage commun. Si vous n'avez pas un langage commun, vous ne pouvez pas mettre en place une démarche qualité. Du moment où le client, le fournisseur et les partenaires ne vous comprennent pas, vous allez beau dire on a mis en place une démarche, mais vous allez vous rendre compte que le résultat ne sera pas au rendez-vous. C'est suite à un langage commun que tout le monde reconnaît l'originalité de la démarche que vous avez mise en place. Il faut avoir un guide pour identifier les règles et définir la politique à adopter par son entreprise. Parce que s'il y a un guide pour identifier les règles, je pense que le fournisseur, le client et tous ceux qui sont autour de vos entreprises doivent pouvoir se conformer à ces règles. Une implication de la direction et du personnel. Une fois que le langage est commun et qu'un guide est mis en place, c'est que ça devient fédérateur de tout le monde. C'est l'absence de ces règles préalables qui font que parfois, vous allez dans certaines entreprises, on vous dit, on a mis la démarche en place, mais tout le monde n'est pas associé. Ça veut dire que ça devient une démarche plus ou moins sectaire. C'est un peu l'exemple que nous vivons sur le terrain. Quand vous allez dans certaines entreprises qui ont déjà mis en place la démarche qualité, mais vous allez vous rendre compte que certains collaborateurs vous orientent vers une ou bien 2 personnes, soi-disant, ce sont eux qui connaissent la démarche. Alors que cela devrait être une démarche de fédération. Parce que c'est l'absence de langage commun, des guides qui font que la direction générale et le personnel ne sont pas impliqués dans la démarche. Un autre principe, c'est un processus d'amélioration continue. Donc, la démarche qualité vous amène à être en alerte. Parce que ça se pilote sous forme de projet. On dit savoir là où on va. Si vous ne savez pas là où vous allez, et vous choisissez un référentiel en disant je vais être certifié A, alors que vous ne savez pas là où vous allez, vous aurez le certificat, mais le rendement sera faible. Parce que c'est beaucoup d'argent que vous investissez pour pouvoir mettre en place une démarche et aller jusqu'à la certification. Se fixer des objectifs. Donc, vous devez savoir là où vous allez. Déterminer les règles pour savoir comment faire. Parce que c'est tous ces éléments-là qui sont fédérateurs de l'ensemble de l'équipe que vous avez dans votre environnement. Déterminer des indicateurs et élaborer un tableau de bord. Donc, ça veut dire que quand vous prenez le processus, elle doit être pilotée. Parce qu'en amont, vous avez des clients qui vous envoient, ça peut être des collègues, ça peut être des collaborateurs, qui vous envoient des éléments d'entrée en amont. Il faut chercher à savoir quelle est la source de ces informations, quels sont les acteurs qui doivent pouvoir agir sur cet élément et quelle est la procédure qui est mise en place pour pouvoir faire tourner la machine en place, en interne. Et de l'autre côté, pensez aux ressources à mettre en place. Si vous déroulez le processus comme ça, vous allez voir qu'à la fin, il y aura un élément de sortie qui est votre input. Le résultat, ça peut être en termes de service, ça peut être le produit que vous avez envie de vendre. Et ce produit qui sort a forcément sa clientèle de l'autre côté. Donc, ce n'est pas parce que le produit sort que vous allez forcément vendre. Mais il faut tenir compte aussi des besoins de ceux qui doivent acheter les produits. Et c'est ces besoins-là que vous prenez en compte qui font partie des règles à fixer dans votre entreprise. C'est une démarche qui crée de la valeur parce que les objectifs que vous devez fixer doivent être chiffrés. Si les objectifs ne sont pas chiffrés, vous ne pouvez pas mesurer la performance en interne. Ça développe un système de confiance. Parce qu'une fois qu'il y a la confiance, les règles sont fixées, tout est fédéré par l'environnement de l'entreprise, c'est que vous constatez que vous créez maintenant une autre famille en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est ça qui vous amène à
à avoir une autre dynamique dans votre entreprise. Mais l'enjeu de cette démarche, elle est multiple. Elle s'inscrit dans la perspective d'amélioration des pratiques dans votre environnement professionnel. Parce qu'il y a des pratiques auxquelles nous sommes habitués, mais la démarche vous amène maintenant à être un peu plus fin, puisque chacun a un objectif à atteindre. Donc, forcément, il doit considérer son collègue peut-être comme un client ou bien un fournisseur et avoir l'esprit de lui donner satisfaction. Sinon, le résultat à donner en fin de compte tombe toujours dans un panneau qui est totalement creux. C'est un peu comme vous avez versé de l'eau dans un panier. Les enjeux de la démarche sont respectivement pour le client, le collaborateur et l'entreprise. Tout est misé sur la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Donc, ça permet de créer un cercle de collaboration en interne. Et tout à l'heure, je viens de parler de famille. Une fois que le cercle de collaboration est mis en place, c'est qu'il n'y a plus de problème d'individu, mais vous avez un problème de résultat. Donc, chacun sait qu'il est lié par un objectif d'une entité donnée. L'implication de chacun dans cette démarche sous-tend d'avoir une relation interne efficace. Donc, dès que la relation est efficace, votre entreprise sort grandiose parce que vous avez une grande notoriété et vous avez une plus grande visibilité vis-à-vis des clients que vous avez de l'autre côté. Mais cette démarche a des étapes incontournables que vous devez avoir. Faire un état des lieux, ça veut dire s'évaluer et analyser son fonctionnement, avoir un plan d'action, réaliser les actions et les mesurer. Donc, nous avons défini chacun. On dit, avant toute chose, il faut savoir où on est. Vous ne pouvez pas chercher à mettre une démarche en place sans savoir l'état actuel de votre entreprise. Quelle est la clientèle de votre entreprise? Quels sont les problèmes récurrents auxquels vous êtes confrontés? Parce que c'est en trouvant tout ça là que vous pouvez chercher à donner une réponse. Et cette réponse, vous la retrouvez dans les actions. Parce que ici, une fois que l'état des lieux a été effectué, c'est qu'il faut forcément formaliser les actions à mettre en place. Si les actions ne sont pas formalisées, vous allez voir que tantôt vous allez faire bien, tantôt vous allez faire mal, ou bien on va choisir les éléments à moindre importance. La démarche vous amène à aller résoudre les problèmes de dysfonctionnement qui jonchent votre entreprise. Donc, le premier constat, c'est d'aller voir quels sont les problèmes qui nous empêchent d'évoluer considérablement. Puisque, comme je le dis toujours dans mes interventions, une démarche qualité, c'est une démarche de résolution de problèmes. Une fois que les problèmes sont résolus, c'est que forcément, vous avez ce qu'il faut. Donc, ça vous permet de faire ressortir des axes de progrès sur lesquels vous vous êtes déjà entendu. Donc, ça vous amène à travailler sélectionner au préalable. Donc, on ne fonctionne pas parce que ce pan des axes nous intéresse, ceci nous intéresse, ou bien quand un client arrive de façon spontanée, on se dit, parce qu'il a demandé quelque chose, il faut qu'on le fasse. La démarche demande beaucoup d'analyse, mais et de l'autre côté, il faut voir, est-ce que vous avez les moyens de vos politiques? On ne se lance pas dans une démarche qualité parce que l'autre a fait, moi aussi je vais faire, mais est-ce que nous avons le personnel qu'il faut? Est-ce que nous avons le budget qu'il faut pour pouvoir faire le travail? Et en formalisant, c'est que vous avez une démarche documentée qui doit être conforme à vos objectifs fixés. Parce que dans le plan stratégique, vous avez un objectif qui est déjà fixé, compte tenu des dysfonctionnements que vous avez retrouvés dans votre entreprise. La réalisation. Donc, tout ce que vous devez faire devrait être conforme à ce qui se trouve dans le document formalisé. Les actions de progrès sont mises en œuvre à partir des actions qui ont été modélisées. Parce que les actions que vous avez mises en place là, c'est sur ça qu'il faut intervenir, je viens de le dire tout à l'heure. Et le dernier
mesurer les améliorations et poursuivre la mise en œuvre. Parce que forcément, vous avez un résultat. Ce résultat-là, est-ce qu'il est conforme aux actions menées? Est-ce qu'il est conforme à ce que vous avez projeté dans votre action? Si elle n'est pas conforme, c'est que forcément, vous devez chercher à l'améliorer. C'est pourquoi on dit que ces résultats sont bien évidemment valorisés et partagés avec l'ensemble du personnel. Parce que quand vous ne partagez pas ce résultat, qu'il soit bon, médiocre ou mauvais avec le personnel, c'est que vous ne pouvez pas donner satisfaction aux clients, aux partenaires et au personnel. Et je dis toujours, le premier client que vous avez dans votre entreprise, d'abord, c'est le personnel. Si les dysfonctionnements internes ne sont pas réglés, c'est que vous aurez des difficultés à donner satisfaction aussi à celui qui vient de l'extérieur. Mais une démarche qualité n'est pas excellence la certification. Parce que quand je parle de la certification, je n'ai pas donné le nom d'une norme. C'est à partir de ce pilotage-là que vous allez choisir les normes que vous voulez. Ça peut être ISO 9001 de façon générique que tout le monde connaît. Ça peut être ISO 21001 qui parle de l'enseignement. Ça peut être le HACCP. Ça peut être un cahier de charge d'un client extérieur à votre entité que vous mettez en place. Mais l'exemple type aujourd'hui, vous ne pouvez pas produire dans notre environnement et envoyer ça facilement au Nigeria. Parce qu'il y a un système de certification de produits qui est conduit par le NAFDAC. Vous allez beau être, je suis très bon au Bénin, je suis très bon ici, mais une fois que le NAFDAC ne se reconnaît pas dans ce processus-là, vos produits vont rester à la frontière du Sénégal. Vous prenez même, il y a un exemple type dans la zone industrielle de Lomé, c'est des biscuits ABC. Vous allez voir que le laboratoire a un accord de joint venture avec le laboratoire de NAFDAC. Ça fait que chaque fois qu'on fait des prélèvements pour faire des analyses, c'est toujours conforme. Ça veut dire que c'est conforme à la réglementation alimentaire nigériane. Donc, la démarche qualité n'est pas une démarche qui est fixée ou bien figée sur une norme. Donc, c'est une démarche qui est adaptable. Les apports de cette démarche. L'apport numéro 1, c'est qu'elle permet de satisfaire les clients et renforce les relations de confiance. Parce que quand vous n'avez pas une relation de confiance entre l'entreprise et le client et les partenaires, c'est que vous allez beau produire, vous n'aurez jamais le résultat escompté. L'apport numéro 2, elle vise à structurer les entreprises en améliorant le fonctionnement au quotidien. Parce que tout le monde a été impliqué dans le fonctionnement, c'est que le quotidien du personnel de l'entreprise change et le chef d'entreprise trouve forcément son compte à travers ce qui a été mis en place. Parce que ça permet aussi de professionnaliser l'équipe et de faciliter le partage des objectifs. Si l'objectif n'est pas partagé dans une démarche, vous allez beau choisir le référentiel que vous voulez dans le monde, vous n'aurez jamais le fruit de la démarche que vous avez mis en place. Merci pour votre aimable attention et je suis ouvert à vos questions. Merci. Merci, M. Blokoutou, pour votre brillante présentation. Et à présent, nous allons passer à la série des questions. Chers participants, vous pouvez poser vos questions. Monsieur Étienne Bibou, merci bonjour. Oui, merci de vous présenter. Je suis Étienne Bibou, DG de Citipôle Sécurité. Oui. Je peux aller? S'il vous plaît, oui, allez-y, merci. Très bien. Je remercie sincèrement le docteur pour son exposé, en étant si le corps, mais très riche et qui est appelé à édifier ceux qui l'ont écouté ce matin. Ma préoccupation, c'est par rapport au cahier de charge qu'un
fournisseur ou aucun partenaire, par exemple, peut tenir à son autre partenaire quant au respect des caractéristiques, par exemple, d'une production. Nous constatons qu'au Bénin et en Afrique en général, je dirais en Afrique de l'Ouest, il est très difficile aux producteurs béninois, par exemple, de pouvoir envoyer ou exporter leur production vers un pays comme les États-Unis. Alors que les États-Unis est un grand marché pour tout le monde entier, mais nous, les Béninois surtout, nous n'arrivons pas à exporter facilement vers ce pays-là. Je voudrais demander au docteur, est-ce que c'est les capacités de respect des cahiers de charges qui fait que nous n'arrivons pas à exporter vers les États-Unis, comme il vient de donner l'exemple d'une structure qui a dû faire un joint venture avec NAFDAC pour normaliser ses produits? Merci. Merci beaucoup, M. Vibou. Étienne, votre question suscite beaucoup d'intérêt. Vous savez, quand un fournisseur extérieur vous envoie son cahier de charges, c'est qu'il y a déjà une relation de démarche qualité qui est déjà mise en place. Si le langage n'est pas commun, comme je viens de le dire, c'est qu'il est en mesure de refuser vos produits. Aujourd'hui, dans notre environnement, il faut forcément que ces pays aient aussi des répondants ou bien nos laboratoires fassent l'effort de commencer par avoir un accord avec ces pays pour que nos opérateurs ne s'ouvrent pas. Parce que, prenez l'exemple des produits que nous achetons, quand on fait une analyse d'un produit, on écrit certifié tel, ou bien on met le numéro d'un laboratoire d'analyse. Mais pour les sachants que nous sommes, nous savons que le numéro qu'il a mis sur son produit, ce n'est pas un numéro de certificat, c'est un numéro d'analyse du produit d'un lot. Mais une fois qu'on fait un seul lot, on a l'habitude de dupliquer ça sur plusieurs lots. Systématiquement, ça met dans le doute votre processus de fabrication. Du coup, celui qui est à l'extérieur doute de la sincérité de votre processus et de la manière dont les produits ont été réalisés. Tout en sachant que quand vous exportez un produit vers un fournisseur et que les cahiers de charges ne sont pas remplis, c'est que le retour de ces produits sont à la charge du fournisseur. Il faut forcément que les deux côtés respectent la réglementation. Chez nous, il nous manque quand même un peu de culture allant dans ce sens. Donc, quand vous informez, les opérateurs ont du mal à s'accrocher. Et quand vous prenez un opérateur X à qui on demande d'aller faire des analyses de ces produits, vous allez vous rendre compte que mal à décaisser. Monsieur Blokoutou, merci pour votre réponse. Monsieur Vibou, Monsieur Vibou, madame, j'espère que vous avez la réponse à votre question. Je suis entièrement satisfait, mais je voudrais cependant profiter pour faire une doléance à l'endroit de la CCIB. Vous savez, dans tous les pays, le rôle que joue la CCIB, comme vous le faites, est un rôle d'orientation des acteurs d'une économie. Et quand je prends par exemple notre PIB ne peut se redresser que par la quantité de ce que nous produisions et également de l'effort que nous faisons à l'export. Mais il se trouve qu'au Bénin, nous importons que nous n'exportons. C'est pour cela que moi, tout en remerciant et félicitant la CCIB pour cet effort que vous avez commencé à faire, je voudrais vous inviter à vous adresser beaucoup plus aux producteurs nationaux et à leur faire comprendre, par exemple, les enjeux d'une production et d'une distribution à l'international. Vous aurez ainsi rendu un grand service à la nation. Merci. Merci, monsieur Vibou, pour votre
suggestion. Il y a monsieur Agossadou Oumran qui lève la main. Monsieur Agossadou, vous avez la parole. Merci de vous présenter. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous ceux qui vous accompagnent. Je suis Oumram Agossadou, actuellement facilitateur de la plateforme qualité installée au sein de l'institution consulaire qu'est la CCIB. J'ai suivi avec intérêt votre intervention, quoique en si peu de minutes est très riche, nous renseigne encore davantage sur l'importance de l'outil qualité qui doit être mis en place au sein de nos entreprises, de nos structures. Je viens apporter quelques compléments et bien sûr profiter pour poser quelques questions au docteur en tant que spécialiste de ce domaine sur l'infrastructure qualité en elle-même qui doit être mise en place au niveau de nos entreprises aujourd'hui. On voit la différence par rapport aux autres pays. Sur tous les produits qui sont importés, comment c'est analysé, on a la possibilité de les faire entrer facilement sur nos territoires, quoique l'inverse est très compliqué. Est-ce qu'au niveau de nos entreprises ici, vous l'avez souligné tout à l'heure, quand on demande à une entreprise d'installer la démarche qualité donc dans son entreprise et on lui fait une facture très tôt, il commence par rebrousser chemin. Le problème n'est-il pas au niveau du coût, comme vous venez de le souligner, du coût qui doit permettre à ces entreprises d'aller vers les certifications? Est-ce que ce n'est pas le coût qui est très élevé et pour lequel il faut faire un plaidoyer en faveur de ces entreprises pour réduire les coûts de certification de ces produits? Également, le délai au niveau de la certification de nos produits, tout le processus de ministère en ministère ou de structure en structure qui rend le fil très long et fâcheux pour certaines de nos entreprises et pour lesquelles nous devons aujourd'hui travailler à véritablement toucher ces deux points primordiaux pour faciliter la tâche aux entreprises de pouvoir comprendre aujourd'hui l'enjeu de la compétition dans laquelle nous sommes pour rendre véritablement leur entreprise assez compétitive ou les produits qu'ils mettent sur le marché assez compétitifs aujourd'hui. N'est-il pas impérieux pour eux de chercher obligatoirement à aller vers la certification de ces produits et pas n'importe quelle certification, des certifications qui s'alignent sur la norme internationale? Je vous remercie. Et merci beaucoup, M. Agossadou, pour l'importance. Mais je reviens encore sur la question et les doléances. Vous savez, quand on parle de coûts, c'est vrai, les coûts sont élevés, mais nos institutions qui s'occupent des analyses et autres, là, vous cherchez à se départir de la bureaucratie. Parce que l'entrepreneur a une vitesse d'action. Elle a une vitesse d'action pour pouvoir produire son résultat et donner satisfaction. Si on doit traîner dans plusieurs institutions, et je pense que nous serons toujours à la traîne. L'idéal, c'est de voir comment raccourcir le chemin pour ces entreprises et agir aussi sur le prix. Mais vous avez parlé aussi de la certification de la norme internationale. Oui, la certification de la norme internationale, mais il faut que la structure soit plus ou moins fonctionnelle. Parce que ce que nous constatons dans notre environnement, on va chercher une norme internationale, on cherche seulement à se conformer à ce que ce référentiel-là dit et la fonctionnalité même de votre entreprise a des problèmes. Donc, j'ai dit tout à l'heure, quand on met la démarche en place, c'est de façon réussie que la certification devient facile. Nos institutions aussi doivent aller dans cette démarche-là et savoir que ces opérateurs sont en quelque sorte pour eux des clients ou bien des fournisseurs. Mais c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas dans cette logique de l'opérateur qui vient est mon client et entre-temps fournisseur que
tout est plus ou moins compliqué sur le terrain. Donc, il va falloir que la Chambre aussi agisse et surtout votre position de coordonnateur, de facilitateur de plateforme doit pouvoir aider aussi l'institution à voir dans quelle mesure il faut chercher à écouter ces structures qui s'occupent de l'infrastructure qualité. Parce qu'il y a quelques années, je ne vais pas donner le nom de l'institution, pour faire les analyses des produits agricoles à exporter, c'est une institution béninoise qui fait les analyses, mais il y a une institution internationale de la place qui va vers cette direction pour commander les analyses. Et parce qu'on a vu le nom de l'institution étrangère qui dit que c'est bon, le produit part haut les mains. Donc ça veut dire qu'il y avait un accord entre l'institution et donc, M. Agosadou. Oui, monsieur, bonsoir. Bon, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse que j'ai donnée? Oui, j'ai bien compris. Je pense que je me rapprocherai davantage de vous pour qu'ensemble on réfléchisse à un certain nombre de pistes qu'il faudra exploiter très très rapidement pour véritablement faire asseoir cette plateforme dans la maison et pour laquelle vous serez une référence. Okay, merci beaucoup. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à la Chambre de commerce de se rapporter de ces opérateurs pour savoir quelles sont les exigences de vos clients à l'extérieur. Et après, on les aide à se conformer. Mais si l'opérateur garde son cahier de charge pour lui pensant que les institutions vont leur arracher le client, c'est que nous allons toujours végéter dans la médiocrité. Donc, on a l'obligation de les accompagner dans ce sens-là. On a besoin de leur cahier de charge pour écrire maintenant au niveau national un référentiel type lié à chaque produit. Merci beaucoup. Oui. Merci, M. Mondal. Monsieur Bagdi. Monsieur Bagdi. Oui, merci beaucoup, Madame Alimat. Et sur notre page Facebook, nous avons une contribution que nous voulons faire partager aux conférenciers pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Cette contribution vient de M. Auguste Sativi, qui dit que malgré les normalisations par ISO et autres des unités de production en Afrique, il y a une protection cachée des grands pays qui veulent toujours garder la suprématie. Ils veulent juste acheter nos produits bruts et les transformer chez eux en faisant de plus de marge et nous les renvoyer dans les supermarchés où ils gardent le monopole. Voilà donc l'intervention de M. Auguste Sativi que nous avons voulu partager avec le conférencier pour qu'il dise ce qu'il en pense. Merci. Okay, merci, M. Bagidi. Vous savez, il y a toujours le protectionnisme un peu partout. D'où l'obligation des normes. On dit souvent dans les jargons, celui qui a la norme avec lui a le marché. Donc, vous voyez, ils ont la norme avec eux, ça veut dire que forcément, ils ont le marché. Notre objectif aujourd'hui, c'est de chercher à avoir la norme avec nous pour que ça s'impose aussi à eux. C'est parce qu'on se laisse en pensant que c'est forcément ce qui vient de chez eux qui est vraiment le meilleur. Donc, nous devons faire tout possible pour nous approprier aussi des normes qui doivent pouvoir s'imposer aussi à eux, puisque c'est un environnement concurrentiel. En mettant la démarche en place, c'est que le concurrent aussi a peur de vous, puisque c'est une démarche de confiance. Ils se mettent en position de « je suis plus confiant et je ne crois pas en ce que vous faites ». Mais je peux même vous donner un exemple. Il y a quelques années, aujourd'hui, quand on parle du Japon, mais nos parents, tout produit venant du Japon était un mauvais produit. Mais regardez la ville de Cotonou aujourd'hui, vous allez voir que c'est Toyota et Nissan qui inondent. Ce n'est plus la suprématie de Peugeot et Renault. Donc ça veut dire que la tendance va s'inverser si on arrive à commencer par imposer aussi des normes. Et je voulais aussi ajouter à l'intéressé que si on va
au niveau des pôles. On fait des pôles de regroupement par rapport aux produits. Nous avons commencé par utiliser des normes internes pour pouvoir faciliter l'écoulement de ces produits parce que le certificat de mise sur le marché devient très difficile à avoir pour les petits producteurs. Mais une fois qu'ils sont sur place et ils ont le certificat de mise sur le marché, je pense que ce certificat et cette norme qui a été mise en place va commencer par s'imposer aux autres. Je vous remercie. Merci, M. Blokoutou. Il y a un opérateur économique qui souhaite savoir comment certifier son produit. Et sa deuxième question, c'est de savoir s'il y a une différence entre le contrôle qualité obtenu par le laboratoire LCCSA. Merci, M. Blokoutou. Merci beaucoup. La première, c'est, il veut savoir comment certifier un produit. Merci beaucoup pour l'opérateur. Comment certifier un produit? Mais le certificat est une démarche volontaire. Mais quel est l'objectif que l'entreprise même est en train de viser par rapport à son produit? Quelle est la valeur ajoutée de ce produit qu'il est en train de mettre sur le marché? Il doit pouvoir faire sortir tout ça d'abord avant de commencer par dire je vais avoir maintenant un document qui atteste que mon produit a telle ou telle caractéristique. D'où la deuxième question où il faut aller dans les laboratoires. Les laboratoires vous permettent de faire en quelque sorte des analyses de toxicité, faire le screening des produits pour savoir le produit que je veux mettre sur le marché, quels sont les principes actifs, quels sont les éléments dont dispose ce produit. Le client qui veut acheter peut dire, parce qu'il y a trop de sucre dans votre produit, je n'achète pas. Donc, pour se conformer aux exigences du marché qui dit, vous ne consommez pas trop de sucre, il faut l'apport de laboratoire pour pouvoir certifier, pour pouvoir dire que ça contient effectivement la teneur de sucre souhaitée par la clientèle. Mais si vous finissez ce produit, c'est que vous avez l'obligation de reprendre les analyses régulièrement parce que chez nous, on ne reprend pas les analyses. C'est ça qui fait qu'on a des doutes sur les produits que nous mettons sur le marché. Vous allez au niveau du laboratoire de ABSSA. ABSSA vous a analysé un produit conformément à une production. Donc, c'est ça, ça fait référence au numéro de lot. Parce que c'est ça qui vous permet de rappeler des produits. Vous allez voir, même sur des emballages, on met le numéro de lot, on met des dates. Mais ça doit pouvoir avoir une référence par rapport à la date de l'analyse du produit que vous avez mis en place. Donc, tout ça là, ça génère beaucoup de cash, d'où la nécessité de chercher à se regrouper par pôle pour faciliter l'accès au marché. Merci, M. Blokoutou, pour cet apport de réponse. Il y a M. Kida Malik Aïe a levé la main. On lui laisse la parole. Merci de se présenter. Merci. Clyd Aïe de la CCIB Locosa. Merci au présentateur. Vous aviez dit, non, la certification, c'est un enjeu économique très indispensable pour augmenter le volume d'exportation de nos produits au Bénin. Nous avons remarqué que le gouvernement a mis en place beaucoup de projets, beaucoup d'investissements pour booster la production. En termes de production, nous sommes quand même à un très bon niveau. Seulement la transformation suivant un certain norme pouvoir exporter des produits finis, pas encore au niveau souhaité. Est-ce qu'il n'est pas possible,
voilà la question. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'un mécanisme soit trouvé pour que des appuis, comme les appuis se font pour les producteurs, pour que des appuis soient faits aux transformateurs, qu'ils accèdent plus facilement à la certification de leurs produits et ainsi augmenter l'exportation. Parce que s'il faut le laisser simplement à ces transformateurs qui ont peu de moyens, c'est clair, on va revenir encore des années sur la même chose et on n'aura pas bougé. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Aïe. Je viens de donner une réponse tout à l'heure qui concerne la certification. Mais quand vous êtes un petit producteur, ça devient plus difficile. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, on a des producteurs dans tous les coins de rue. L'idéal, c'est d'accepter d'aller vers un pôle de regroupement. Je suppose quelqu'un qui fabrique des omis à Lokossa. Quand vous prenez Lokossa, vous prenez au moins, il y a plusieurs villages autour de Lokossa dans lesquels on fabrique du zomi. Mais est-ce que ces producteurs vont accepter de se mettre autour d'un pôle et faire des achats groupés de la matière première pour pouvoir faire sortir un produit conformément à un cahier de charge? C'est là le vrai problème. Si on arrive à aller sur cette réponse, je pense que nous serons vraiment gagnants. C'est le protectionnisme individuel que nous avons dans notre environnement qui fait que chacun se met dans son coin et on crée des produits sans chercher réellement à savoir qui sont les consommateurs, quelles sont les exigences de ces consommateurs. Donc, l'appui, si le gouvernement doit appuyer, l'appui ne serait que au niveau du regroupement de pôles, parce qu'on ne peut pas appuyer individuellement. Si vous prenez Lokossa, si on peut avoir un pôle de fabrication de l'huile zomi dans le mono, donc ça veut dire que vous prenez en compte les producteurs de zomi de Gadomé et environ. Même il y a des producteurs de zomi dans la zone de Lobogo. Donc, on crée un centre et tout ce monde-là doit accepter d'aller travailler dans ce centre-là pour pouvoir faire connaître le produit. Sinon, individuellement, la certification coûte trop cher. Ça coûte trop cher en termes d'investissement. Il ne faut pas aller sur l'argent d'abord. Mais en interne, l'organisation, puisque nous avons une façon de travailler qui n'est pas facile à mettre en place pour pouvoir aller vers cette démarche. Même en tant que collaborateur, on est fermé, alors que c'est une démarche ouverte. Si vous n'arrivez pas à partager votre savoir-faire avec votre collaborateur en interne, c'est que le problème va toujours demeurer. Mais quand vous parlez de la certification, je vais toujours sur ce terrain avec beaucoup d'attention. Dans notre environnement, on a beaucoup fait de certification parce que l'autre a fait. Je veux ressembler à l'autre, sans tenir compte forcément du bien fondé de l'investissement qu'on est en train de mettre en place. C'est une démarche de résolution de problème. Une fois que le problème n'est pas résolu, c'est que votre certificat devient un document papier. Merci beaucoup. Merci, M. Blokoutou. Il y a M. Vibou Etienne qui a levé la main. Nous lui laissons la parole. Merci une fois encore, madame. À bien écouter les uns et les autres, je reviens encore sur une doléance à l'endroit de la CCIB. Vous savez, lorsque nous produisons au Bénin et que nous n'avons pas une politique de protection de nos producteurs, quelle que soit la qualité de nos produits, nous aurons toujours un problème d'équilibre. Aujourd'hui, quel est le portail de vérification des produits qui entrent au Bénin? Quelqu'un l'a déjà dit rapidement. Quand vous prenez l'Europe, lorsque le produit entrant en Europe ne respecte pas certains critères, ce produit ne rentre pas en Europe. Nous sommes un pays bien ouvert, terre et ciel, mer également, et tout rentre. Comment voulez-vous, par exemple, que le producteur national, quoique normalisé, certifié sous toutes ses formes, puisse écouler son produit et s'en sortir? Donc, je voudrais une fois demander à la CCIB de penser
à protéger les nôtres en exigeant que les différentes institutions qui veillent à la normalisation des produits et à la vérification des produits qui entrent dans notre pays puissent effectivement jouer leur rôle afin que nos producteurs nationaux puissent vraiment vendre déjà leurs produits, même si ils ne sont pas forcément certifiés, mais s'ils ont la qualité, ils pourront vraiment vendre leurs produits. Il faut déjà à l'interne, ils produisent, mais ils n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont concurrencés par les produits qui rentrent dans nos pays et qui ne sont pas contrôlés comme cela se fait. Ma deuxième préoccupation cette fois-ci, nous parlons de beaucoup plus de la production d'arrêts alimentaires parce que ce n'est que ça que le Bénin peut faire aujourd'hui. Notre industrialisation, entre guillemets, pour le moment, ne prend que dans l'agroalimentaire. Et je comprends bien. Mais qu'en est-il des produits qui ne sont pas, qui ne sont pas dans l'agroalimentaire? Et quelle démarche il faudrait pour tout au moins aider ces gens-là à commencer par se mettre en rang de bonne production. Je prends simplement le cas des forgerons qui font de bons travaux qu'on peut exporter. Mais aujourd'hui, rien n'est fait dans ce domaine-là. Donc, je voudrais demander au docteur qu'est-ce qu'on peut faire pour éclairer un tout petit peu, en collaboration bien sûr avec cette belle initiative de la CCIB, ces artisans, mais qui peuvent exploiter leurs produits. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Vibou. Mais quand vous prenez l'exemple des forgerons, vous voyez le nombre de forgerons que nous avons au Bénin, ça devient très difficile. Prenez l'exemple du CPA. Quand vous allez au CPA, il y a des forgerons, il y a des gens qui travaillent la matière au niveau du CPA, mais demandez-leur de se regrouper en pôle. Mais la réponse sera toujours négative. Donc, nous sommes confrontés aussi à cette difficulté de non-ouverture en corporation. Parce que dans une corporation, quand vous prenez l'Europe, les gens sont ouverts les uns envers les autres. Le fabricant de voitures, Peugeot, sait que son pneu n'est pas fabriqué par Peugeot. Le pneu est fabriqué par quelqu'un d'autre. Mais il tient compte du cahier de charge, il tient compte des exigences des clients pour pouvoir commander le produit. Donc, vous voyez, si on arrive à aligner nos producteurs les uns sur les autres, c'est qu'on doit pouvoir amener chacun à se conformer et à faire de la qualité sans le savoir. À faire de la qualité sans le savoir. La Chambre de commerce a déjà l'initiative, mais c'est nous qui sommes plus ou moins dans la démarche qui doivent pouvoir les accompagner et jouer le rôle de porte-parole. Ils ne sont pas seulement que sur les produits agroalimentaires. Il y a aussi les services. Quand on communique sur les services, vous allez voir, il y a des entreprises au Bénin qui se disent être certifiées, mais pour aller payer à une heure, c'est que les agents travaillent jusqu'à 12h30. Et de 12h30 à 14h45, c'est que c'est un temps de pause et ils doivent rejoindre leur pause. Mais prenez l'exemple des banques, quand vous allez aux heures de midi, vous passez plus de temps que si vous étiez allé avant midi. Donc ça veut dire que ces entreprises de services doivent revoir aussi leur copie en tenant compte des exigences de l'environnement dans lequel nous nous retrouvons et savoir que tous les clients, toute la clientèle ne peut pas venir aux mêmes horaires, mais c'est justement pour régler un problème dans les services qu'on a dit qu'aux heures de midi, c'est ouvert, guichet de la SBE, de la SODEP et autres. Mais voyez la suite après. C'est parce que la démarche n'est pas partagée par tout le monde qu'on a souvent ce genre de difficultés. Mais la CCIB est en train de se battre pour que les services aussi rentrent dans les rangs. Puisque on dit souvent que la démarche qualité, la qualité commence à l'accueil. Vous êtes une entreprise de service et l'accueil est mauvais, je pense que tout le reste ne pourra pas donner le résultat qu'il faut. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Merci.
Monsieur Oumran a levé la main. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. C'était pour renchérir un peu les interventions du docteur Blukoutou. J'étais donc à un regroupement tout à l'heure où il y avait un certain nombre d'entreprises qui ont des produits pour lesquels j'ai demandé, j'ai cherché à comprendre. Les produits sont certifiés, comment ils les mettent sur le marché, comment ils vendent. Ils m'ont expliqué en tous leurs difficultés de mise en marché de leurs produits. Certains ont justifié par le fait que c'est des produits journaliers pour lesquels ils n'ont pas besoin de certification. Je dis, mais erreur. Vous avez besoin que le produit soit de qualité avant de les mettre sur le marché. Il faut que ça respecte une certaine hygiène. Donc, il y a un processus à suivre. Est-ce que vous avez suivi ce processus? Ils m'ont dit non. Et que seul ça leur revient très coûteux. Et je leur donnais l'exemple de se regrouper en pôle pour faciliter donc l'obtention de ces certificats qui leur permettent de mettre les produits sur le marché. C'était pour partager la petite expérience. Je pense qu'il y a d'autres qui ont levé aussi la main. On va les laisser faire leurs apports. Ça va nous permettre de prendre en compte leurs préoccupations. Merci. Monsieur Global. Oui. Vous avez la parole. Merci de vous présenter. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est M. Mario de Global Technologie, c'est une structure en technologie. Ce que j'aimerais savoir rapidement, ou bien apporter, c'est que les entreprises doivent savoir aujourd'hui que nous sommes dans un monde compétitif. Et quand je dis ça, c'est beaucoup plus, le monde est plus connecté que jamais. C'est-à-dire, le producteur local peut compétir avec un producteur qui est dans le pauvre Brésil. Parce que la plateforme est devenue générale, si on prend les télés. Vous savez, si vous communiquez mieux, et je connais que votre produit est meilleur dans un coin au Brésil, et je vois cela, je pourrais commander. Et je crois que les produits peuvent passer par les frontières sans grande vérification. Pourquoi je dis cela? Nous, dans ma petite expérience, j'ai travaillé avec une start-up qui fait les chaussures ici. Vous savez, c'est un jour, un de nos amis a quitté les États-Unis et est venu nous visiter. Il a bien apprécié. Et quand il est parti, il a commandé un grand stock, au moins 3 balles. Et il a vendu près de, ça revenait à près de 2 millions. Et il est reparti là, il a vendu de là-bas. Ce que j'aimerais remettre, c'est-à-dire, nous ne devons pas forcément attendre que les structures nous donnent des indications avant que nous importons le produit. Nous devons voir la plateforme Internet comme un moyen de communication, un moyen de visibilité. Et n'importe où je suis, je pourrais compétir avec les Nanda qui est dans le coin de le monde entier si mon produit est meilleur et je suis rassuré. Merci beaucoup. Il y a M. Agosadou Omram. Oui. Monsieur Global. Oui. Oui, vraiment toutes nos excuses et nous n'avons pas bien noté votre préoccupation. Vous voudrez bien la répondre, s'il vous plaît. Merci. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ce que j'aimerais qu'on notifie, c'est vrai que nous parlons de certification et de la démarche qualité pour avoir accès à un marché, disons que le marché est fermé si nous n'avons pas la certification. Mais rappelons-nous aujourd'hui que le contexte le monde est aujourd'hui jamais connecté. Ça veut dire quoi? Les barrières géographiques sont en train d'être brisées. Où il n'y aura plus de monopole sur quoi que ce soit. Si je suis producteur local à mon pays et mon produit est meilleur et j'ai accès à une plateforme Internet dans le monde entier où
tout individu, dans un cours au Brésil, peut boire des produits, je crois que je peux vendre si j'ai de bonnes choses. Nous ne devons pas forcément attendre que cette permission vienne de l'autorité avant d'avoir accès à un marché. Je crois que l'outil Internet est un moyen pour nous de s'exprimer et de pouvoir faire parvenir nos produits à un plan mondial. Donc, c'est ce que j'aimerais un peu ajouter à cela. Merci beaucoup pour la possibilité de le faire. Merci à vous. Merci beaucoup pour la contribution. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Agonsadou, vous voulez intervenir encore? Monsieur Agonsadou, on voit votre main levée. Non, non, c'est passé. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent intervenir? Monsieur Kid Malik, on vous laisse la parole. Oui, merci bien, madame. On a beaucoup parlé d'aller en pôle. Il faut que les producteurs ou les transformateurs puissent aller en des pôles plus importants. Je voudrais demander qu'on donne quelques pistes ou si le communicateur va laisser son contact pour qu'on puisse le contacter, bien organiser ou amener les transformateurs à pouvoir commencer progressivement à s'organiser en pôle. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Kid. Mes coordonnées sont à la CCIB, donc vous n'aurez pas de difficulté à la voir et me contacter. Merci beaucoup. Monsieur Kid, à la fin, on va rappeler les contacts du présentateur. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Baguidi, merci de prendre la parole. Oui, merci beaucoup, madame. Monsieur Auguste Satidi, qui avait posé sa préoccupation au premier abord, remercie le conférencier pour sa réponse. Mais il continue en disant ceci: ce n'est pas une affaire d'ONG. La certification n'est pas à la portée de petites unités de production sans moyens, puisque c'est fait pour améliorer la rentabilité de l'entreprise après le problème de qualité résolu. Les produits qui rentrent dans nos pays sont gérés par les puissants. Dans la recherche de gains, il n'y a que les puissants qui gagnent et non une affaire de petits. Voilà donc ce qu'il a complété sa première intervention qu'on a voulu partager avec le conférencier. Nous vous remercions. Monsieur Job. Oui, madame. Il y a quelques soucis de connexion ici. Vous voudrez bien reprendre la question? Voilà, je disais qu'en fait que monsieur Auguste Satili, qui avait posé, disons, une préoccupation au prime abord, est revenu après l'intervention du conférencier et disait ceci: ce n'est pas une affaire d'ONG. La certification n'est pas à la portée de petites unités de production sans moyens, puisque c'est fait pour améliorer la rentabilité de l'entreprise après le problème de qualité résolu. Il continue en disant ceci: les produits qui rentrent dans nos pays sont gérés par les puissants. Dans la recherche de gains, il n'y a que les puissants qui gagnent et non une affaire de pitié. Voilà donc ce qu'il a ajouté à sa première intervention que nous avons voulu porter à la connaissance du conférencier. Nous vous remercions. Ok, merci beaucoup, monsieur. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que celui qui a la norme, avec lui, a le marché. Donc, c'est pourquoi les grandes puissances font tout possible pour pouvoir se conformer, imposer des normes, pour voir jusqu'à quelle hauteur les concurrents peuvent aller. Il y a quelques années, quand vous prenez même la Chine, on n'arrive pas à vendre les véhicules européens en Chine jusqu'à aujourd'hui. Ils ont une barrière par rapport à tous ces produits. Donc, il faut être vraiment très fortuné pour acheter même un Peugeot. Donc, si à notre niveau, on commence par mettre en place la démarche, parce que quand on parle de la démarche,
et vous pensez que ce n'est pas une affaire d'ONG, l'ONG peut mettre en place une démarche qualité. J'ai dit, en mettant en place la démarche qualité, la certification devient facile. Parce que la certification, elle est volontaire. Prenez par exemple l'exemple des Britanniques qui mettent en place des normes volontaires qu'ils arrivent à imposer au marché. Tout récemment, la structure qui s'occupe des anacards avait demandé à avoir des spécialistes en BLC, c'est un référentiel, c'est le Retail Consortium qui appartient aux grands distributeurs. Donc, dans son cahier de charge, il veut dire aux opérateurs de se conformer à ça avant, et du coup, la structure qui s'occupe de l'ananas et de l'anacad a cherché des spécialistes pour pouvoir former les opérateurs dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que les opérateurs sont certifiés. Mais on a amené ces opérateurs à mettre en place des exigences. Donc, si on arrive à mettre en place des exigences, vous pouvez être vraiment fonctionnel et ne pas avoir forcément certificat papier, parce que on dit, qu'est-ce que vous savez faire? Si vous savez faire la chose de bien et que l'autre a le diplôme et ne sait pas le faire, je pense que ce n'est pas compatible. Et c'est ce que nous pensons souvent sur la certification. Une fois que la démarche elle est fonctionnelle, c'est que tout le monde peut acheter votre produit. Et vous pouvez en faire ce référentiel fonctionnel-là un référentiel international. Et c'est le cas aussi du référentiel IFS, qui parle que de l'alimentaire. Et c'est un référentiel européen. Donc, quand vous prenez ce référentiel, ce n'est que des jeux de mots, c'est les éléments d'hygiène qu'on met dedans, le respect des hygiènes, HACCP, ainsi de suite, que vous rassemblez pour pouvoir aller sur ce marché. Donc, quand on vient et on constate que le minimum d'hygiène n'est pas au rendez-vous, c'est que votre produit ne sera pas vendu. Je suppose, vous, quand on parle de certificat, et que votre environnement dans lequel vous vendez le produit n'est pas propre, et je pense que vous allez beau afficher le meilleur certificat, mais celui qui veut manger votre repas, quand il vient et il voit que la terrasse est sale, l'eau, les eaux usées passent sous les pieds, et vous allez voir que progressivement les gens vont partir. Donc, c'est une démarche de bon sens. Si on met, c'est parce que pendant longtemps, on a mis le certificat en pole position pour dire il faut être certifié, il faut être certifié. Mais aujourd'hui, il faut mettre en place une démarche fonctionnelle qui rend service aussi à l'entreprise. Merci beaucoup. Comme nous avons passé 1 heure d'échange ensemble, nous allons laisser la parole à M. Blokoutou pour conclure cette séance. Okay, merci, madame. C'est vraiment une joie de partager cet instant avec vous et de le partager sincèrement avec nos opérateurs économiques et qui souffrent tout le temps le martyre par rapport à cette démarche qui, entre-temps, on leur miroitait une démarche comme une démarche d'élite, alors qu'en interne, ils ont l'habitude de faire des choses qui vont parfois au-delà de cette démarche. Nous les exhortons aujourd'hui à suivre de formalisation des bonnes pratiques en interne, ce qui leur permet de gagner de l'argent en interne. Il faut qu'ils les considèrent comme le référentiel interne, parce que c'est à ce prix-là qu'ils pourront vraiment gagner le marché. Parce que c'est en faisant ça qu'ils imposent maintenant leur référentiel à d'autres personnes. Je vous remercie. Merci, M. Blokoutou. Nous sommes au thème de ce café numérique numéro 22. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, nous remercions tous les participants et nous leur prions de bien considérer tout ce qui a été dit ici afin de pouvoir les mettre au sein de leurs entreprises respectives. Merci, M. Blokoutou. Merci, ses participants.
nous prenons le rendez-vous pour le prochain café numérique vendredi prochain. Merci.